juillet 1938, 16 mois après son retour de Majorque, 3 mois après la publication des Grands cimetières sous la Lune, Georges Bernanos reprend la route de l'exil avec sa femme et ses 6 enfants. Il est écœuré par le désastre qu'il sent venir et décide de s'installer au Brésil, dans l'état du Minas Gerais, pour y devenir éleveur. C'est là que le jeune Michel, 4e fils né en 1923, passe une partie de sa jeunesse, de 17 à 19 ans, dans ce Sertão, un demi-désert de terre rouge, couvert d'arbustes épineux, de cactus et de broméliacées, dominé par ceux que l'on appelait alors les colonels, des grands propriétaires terriens qui entretenaient une petite armée privée de bandits à large chapeau et faisaient la loi chez eux. Le jeune homme apprend à tirer à la carabine, chevauche sans selle ni éperon, se spécialise dans le débourrage des poulains. C'est la grande vie. Ses souvenirs le hanteront jusqu'à la fin de sa vie. Cette existence sauvage cesse pourtant en septembre 1942, lorsque le jeune homme s'engage dans les forces navales françaises libres. À peine démobilisé, en mars 1946, âgé de 23 ans, il retourne au Brésil, trouve un emploi à Manaus, dans l'exploitation des EVA destinés à l'extraction de caoutchouc. Il emmagasine alors les images, les odeurs, l'ambiance, l'inhumanité abjecte de l'enfer vert, cette forêt amazonienne exubérante et hostile qui le fascine, labyrinthe cauchemardesque de pourriture et de mort dont il fera dans ses livres une image de l'enfer tout court. En 1960, alors qu'il est installé à Paris depuis 10 ans, Michel Bernanos est pris d'une fringale d'écriture. En 4 ans, il écrit toute son œuvre, dans une sorte d'urgence dont lui seul connaît la cause. Bon camarade côté pile, l'homme était en effet rongé côté face par l'angoisse, le désespoir et la solitude. Le 27 juillet 1964, il quitte son domicile et se rend dans la forêt de Fontainebleau, où il met fin à ses jours. Il avait 41 ans. Son œuvre, bâtie en quelques mois sous pseudonyme et publiée en grande partie après sa mort, Michel Bernanos a toujours refusé de publier sous le nom qu'il partageait avec son père, par peur, disait-il, d'escroquer le lecteur. Cette œuvre, donc, comporte quelques romans policiers parus au Fleuve Noir, ainsi qu'un cycle fantastique constitué de 3 romans, Le murmure des dieux, L'envers de l'éperon et La montagne morte de la vie, ainsi qu'une nouvelle, Ils ont déchiré son image, que les éditions de l'Arbre Vengeur ont entrepris de rééditer à la fin des années 2010. Dans cette tétralogie qu'il nous laisse, le roman le plus étrange est sans conteste La montagne morte de la vie. C'est une météorite, un livre sorti de nulle part, un objet littéraire non identifié. Il raconte l'errance de 2 naufragés sur une île minérale et végétale constellée de statues, sans vie animale, où les arbres se courbent tous les soirs, où les lianes rampent comme des serpents, où les fleurs sont carnivores et où tout est danger. Au loin, une montagne représente le seul espoir des rescapés qui espèrent retrouver leur monde une fois qu'ils l'auront franchi. On retrouve cette ambiance oppressante et cette hantise de la dévoration dans Le murmure des dieux. Comme dans le roman précédent, les héros sont un jeune homme et un homme d'âge mûr unis par les liens d'une amitié paternaliste. En l'occurrence, il s'agit d'un jeune ingénieur français fraîchement débarqué à Manaus, Eudes Dumont, et du docteur Lopez, un professeur de philosophie à la recherche d'une civilisation oubliée au cœur de la forêt qu'il a mystérieusement entrevue jadis. Les 2 hommes montent une expédition à l'endroit où 30 ans auparavant a été coupé l'arbre Dieu, vénéré des Indiens, lieu maudit que plus personne n'ose approcher. Dans sa préface à la réédition à l'Arbre Vengeur, Sébastien Lapaque a raison de convoquer les aventuriers de l'Arche perdue et l'Oreille cassée. Il y a du Tintin chez ce jeune ingénieur qui s'assoit sur un tronc d'arbre pour se reposer avant de réaliser que c'est un boa constrictor. On y retrouve du reste tous les codes du genre, la statue sacrée, l'errance dans la forêt en proie à la fièvre, les fourmis rouges capables de nettoyer un corps en quelques minutes, les piranhas grouillant dans les rivières, les orages transformant la forêt en marécage, etc. Un roman d'aventure donc, mais tout entier imprégné d'un certain malaise, d'une angoisse sourde, d'un désespoir singulier qui chemine main dans la main avec la volonté inébranlable d'aller de l'avant. On quitte la forêt amazonienne pour le Sertão avec L'envers de l'éperon. Nicontina, tueur professionnel et garde du corps du colonel de Matos des Hugo, est convoqué un matin chez son patron. Son fils a été giflé et Nicontina est chargé de réparer l'honneur familial en exécutant l'insolent.
Il donne sa parole avant d'apprendre que la personne à abattre n'est autre que son frère. Mais une parole est une parole, et le tueur se lance ainsi sur les traces de Joachim, à travers marais, forêts, montagnes, grottes et déserts, jusqu'à une ville de chercheurs d'or abandonnés où se nouera le drame. Une course-poursuite haletante, au milieu des serpents, des rats, des fourmis rouges, des ourubous et autres jaguars. Un roman halluciné qui glisse petit à petit dans la fantasmagorie, où la mort d'un cheval dans le désert prend des allures de drame cosmique et où le cavalier de l'Apocalypse revient errer dans une ville en feu.